Hello, hello la famille, bienvenue ici à Gambi House. Les gars, Ferdinand a encore fait une sortie très recangolaise où il parle des gens du gouvernement, tout ce qu'ils ont créé ici au Togo et que la population togolaise ne savent pas. Il a beaucoup parlé, il a dit des choses que mon mec, man, je ne sais rien à propos de ça. Vous connaissez Ferdinand, il sort des trucs, des trucs là. Donc, man, moi je suis juste là pour les guerriers et tout, vous me connaissez. Donc, du coup, je vais pas m'attarder, beaucoup m'attarder. Je vais simplement vous laisser vous-même regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin. Et voilà. Et n'oubliez pas, les gars, abonnez-vous pour qu'on atteigne les 10K d'abonnés. Ça reste quelques personnes seulement pour qu'on atteigne les 10K d'abonnés. Vous-même, vous savez, je vous ai promis un 10 000 francs CFA pour 5 personnes si on atteint les 10K d'abonnés. Et je crois bien que je vais le faire jusqu'à la fin de ce mois. Il reste 3 jours ou bien 4 jours pour que le mois ne finisse. Donc, je compte sur vous pour qu'on atteigne les 10K d'abonnés avant que le mois ne finisse. Et je compte sur vous et je sais qu'on va le faire ensemble. Vous allez permettre qu'on va le faire ensemble. Bisous, bisous, ciao. Aura Bank là, c'est Fort qui est caché dans cette histoire. C'est comme ils sont cachés derrière Yass avec Sina Lawson là. C'est eux qui sont derrière cette histoire de Yass là. C'est toujours eux qui sont dans cette histoire de Yass. Il y a beaucoup de choses à nommer. C'est Fort Yassibé qui est caché derrière. Même jusqu'au restaurant. Lui, il fait les affaires avec le pays. Jusqu'aux les produits pharmaceutiques, tout. Il est toujours caché. Il fait valoir devant. Lui-même, il est sans visage derrière. Les histoires de Yass qui nous privent de connexion, qui empêchent les Togolais d'avoir connexion, ils sont dedans. Ils ont leur part. Onomo, c'est pour eux. Aura Bank, c'est eux qui l'ont. Maintenant, IB Bank, personne ne connaît les contours de la privatisation de IB Bank. Ça, je ne serais pas surpris qu'on trouve ces traces aussi dedans, dans cette transaction-là. Parce qu'on ne peut pas vendre toute cette banque-là 6 milliards, comme ils l'ont dit au Conseil des ministres. Donc, Fort Yassibé, c'est un virus qui détruit tout le circuit économique du pays. Il a privatisé tous les secteurs du pays. Tous les secteurs du pays. Conséquence, plus personne ne peut faire les affaires au Togo. Tu viens faire des affaires, on dit, on détruit ton histoire parce que tu es en concurrence avec quelqu'un qui est caché. Et cette personne-là, c'est un décideur de l'État. Vous voyez? Donc, ceci se passe dans le pays. Donc, les gens de Sulu Bank, courage à vous. Les gens des autres banques qui seront touchés aussi, courage à vous. Moi, je suis la voix des sans-voix. S'il y a des problèmes, j'en parle. Et aujourd'hui, j'en parle. Et Dieu seul sait que dans ces banques-là, il y a des militants unis. Il y a des gens, peut-être un jour, ils m'ont insulté dans un autre dossier en disant Ferdinand en fait trop. Ou ils ont dit Ferdinand là, il faut l'arrêter, il faut l'emprisonner. Sans savoir qu'un jour, l'injustice va arriver à leur niveau. Je suis convaincu que dans ces banques-là, il y a des militants de RPT Unir qui un jour ont certainement tenu des propos pour insulter Ferdinand. On dit ah ouais, là, il exagère, ce journaliste là, il en fait trop. Aujourd'hui, on se retrouve dans la même situation. Et c'est moi qui viens plaider pour vous. C'est moi qui porte la voix que vous ne pouvez pas porter. Donc, il faut ménager les journalistes qui dénoncent l'injustice. Pas seulement moi. Tous les journalistes qui sont au Togo, qui s'effacent au risque de leur vie pour dénoncer l'injustice, pour dénoncer l'arbitraire, pour dénoncer tout ce qui est mauvais dans le pays. Ne condamnez pas ces journalistes-là, parce que vous ne savez pas quand est-ce que vous aurez besoin d'eux. Vous ne savez pas quel jour vous allez vous retrouver dans la même situation d'injustice. Ne dites pas qu'ils en font trop, ils sont ceci, ils sont ça. Vos propres frères qui soutiennent le régime, personne ne va lever la voix pour vous défendre dans cette affaire. Vos propres frères qui sont là, qui soutiennent le régime, qui sont sur les réseaux sociaux, aucun d'entre eux ne va sortir un petit audio pour vous soutenir. Mais un emploi de perdu, c'est des familles en détresse. 42 familles. On vient d'acter le licenciement. On se promène pour vous jeter les lettres de licenciement à la maison, comme si vous étiez des animaux. Donc, toutes les années que vous avez travaillé pour cette banque-là, c'est comme ça qu'on vous remercie. On vient jeter les lettres de licenciement dans vos maisons. Ça veut dire que la banque n'a même pas de respect pour vous. Pour tout le sacrifice que vous avez fait pendant votre carrière dans cette banque-là, on vous jette comme ça dans la rue. Et donc, 41 personnes dehors, c'est 41 familles dans la misère. Nous sommes à la veille de la rentrée. Les gens de Togo Télécom, quand on a privatisé Togo Télécom en Yass on a chassé les gens. À Togo, là-bas, Togo Télécom, la plupart étaient des militants de l'UNIR.
défendu, à part moi. Personne n'a allumé les caméras pour les défendre, à part moi. Ils sont actuellement devant la cour d'appel. Plusieurs sont déjà morts. Il y a des gens qui ont eu le courage de me dire, Ferdinand, quand tu dénonçais le régime, on ne te soutenait pas, on t'en voulait, mais aujourd'hui on a compris ton combat. Les gens de Togo Télécom. Il y en a qui sont morts. Il y a certains qui sont dans mon inbox, ils me disent régulièrement qu'il y a des morts parmi eux, qu'il faut les sauver. Mais moi je ne suis pas Dieu pour les sauver. Moi je ne peux que parler, dénoncer. 42 personnes licenciées aujourd'hui, c'est 42 familles qui tombent dans la détresse. Et dans ces 42 familles-là, il y a des gens du RPT dedans. Il y a des gens de tout le Togo dedans. Des gens qui soutiennent fort sont dedans. Et ça, c'est la conséquence de la gouvernance de Fort. Parce que c'est eux qui privatisent les banques. C'est ça la réalité. Donc, courage à vous. Et on espère que vous irez au bout de vos revendications. Comme vous-même vous le dites que l'heure est grave. Salut camarades, j'ai entendu ça dans un audio. Pour les trotskistes et les communistes, quand on dit salut camarades, c'est que la situation est grave. Donc j'espère que vous irez au bout pour défendre vos droits. Beaucoup de gens vont faire des AVC. Parce que personne ne s'attend à un licenciement aussi brutal. Beaucoup de gens vont mourir. Donc, réveillez-vous. Rejoignez les gens qui font les manifestations. Dénoncez l'injustice dans le pays. Le 30 août, là, il y a des manifestations. Allez dans la rue. Joignez vos voix aux voix de ceux qui sont dans la rue pour dire on en a marre. Vous avez vu cet avocat qui a interpellé le barreau? Il a pris sa plume et a interpellé le barreau. Parce qu'il dit le Togo est au bord du précipice. On ne peut plus se taire. Sortez dans la rue le samedi prochain, ou c'est pas, c'est dimanche, samedi. Manifestez votre ras-le-bol par rapport à la gestion qui est faite du Togo. C'est la chute au coin. Vous allez voir l'état des deux plus grands hôpitaux de la capitale, les hôpitaux publics. Vous allez voir dans quel état ils sont. Et vous allez voir comment, dans quelles conditions les Togolais se soignent. Si c'est encore des hôpitaux qu'on peut les appeler, je vais vous passer toutes ces images-là au fur et à mesure et je vais commenter à la dernière minute. Et donc, on va commencer par le CHU Sylvanus Olympio, qui ressemble à une poubelle à ciel ouvert, à un centre de réfugiés. Tout sauf un hôpital. Le bâtiment qui est vieillot, qui est en délabrement, les murs qui s'effondrent, et tout est sale dans cet hôpital-là. Et pourtant, ça ne choque personne. Cet hôpital, le site était l'un des tout premiers sites de l'aéroport au Togo. Avant que l'aéroport ne soit déplacé dans le quartier de Baie. Après, on a construit l'hôpital là-bas dans les années 55 ou je ne sais pas quoi, avant l'indépendance. Et cet hôpital est devenu aujourd'hui un nid de vipères, de saleté, de toutes les proximités. Il y a un bâtiment qu'on devait construire au temps du ministre Agbetra. L'argent a été détourné. Ce bâtiment est à l'abandon au fond de l'hôpital là-bas. C'est devenu un repère de tous les bandits. Les chauves-souris sont là-bas. Toutes les saletés sont dans ce bâtiment. Ce bâtiment qui s'est déjà affaibli, il faut le démolir. Il faut démolir ce bâtiment. Ne serait-ce que pour la propriété de l'hôpital. Ne serait-ce que pour que l'hôpital soit vivable. Il faut démolir ce bâtiment-là. Regardez les images de CHU Sylvanus Olympio. Merci la technique. On va passer les images pêle-mêle. Vous allez les reconnaître. CHU Sylvanus Olympio. Technique. À vous l'antenne. C'est une visite guidée. Hein? Voilà. CHU Sylvanus Olympio. Vous voyez les murs? Vous voyez? C'est les Blancs qui ont construit ça. Hein? Les Blancs qui ont construit ça, ils sont déjà morts. Leurs enfants même sont encore morts. Vous voyez les bâtiments? Vous voyez les couloirs? Nous sommes au CHU Sylvanus Olympio. Vidéo faite il y a de cela quelques jours. Ouais, ceux qui peuvent voir, vous voyez ça sur YouTube et puis sur Facebook. TikTok n'est pas dans le studio. Ça, c'est le plus grand centre hospitalier du Togo. Hein. CHU Sylvanus Olympio. Regardez l'état des bâtiments. Regardez. Regardez. Là où les gens se soignent. La pédiatrie, les urgences. Regardez. Regardez l'intérieur des bâtiments. Le
plus grand centre hospitalier du Togo, hein, de la capitale. Quand les malades, les accompagnateurs des malades viennent là, regardez là où ils sont. Regardez les saletés. Quand il pleut, c'est encore plus grave. Gynécologie, pédiatrie. Regardez, regardez. Gynécologie, pédiatrie, tout ça. Il y a plein de vidéos que je vais vous diffuser, vous allez voir. Et vous avez des gens qui dirigent ce pays, hein, qui prennent l'avion pour aller se soigner une dent à Paris, pour aller se soigner un petit abcès aux oreilles à Hong Kong. Ça, c'est le CHU Sylvanus Olympio. Mais il parle que Gléo Podia, à Calo Tante ici. Simple peinture, à Calo Balo, à Calo, même au à Calo la Civito, mais pas de là. Il parle pas de police. Regardez comment c'est sale. Regardez les portes, regardez les murs. Regardez les détritus, les saletés. Qu'on dit, voilà, le plus grand hôpital au Togo. Hein? Mais pas rare, mais là. Hein? Mais pas rare, mais là. Regardez. Il faut pas, mais là. Voilà. À mon avis, cropote, soit derrière là, dans nous. Hein? À mon avis, à Dopo, derrière là, dans le Zozo. Parce que il n'y a pas un système d'eau chaude dans l'hôpital. Hein? Il n'y a pas un système d'eau chaude dans l'hôpital. Si tu as mis au directeur de l'hôpital ou tu es la copine de quelqu'un, tu viens, tu montes un foyer, tu chauffes l'eau et tu vas au malade. On va voir ça vers le CHU Campus. Tu chauffes l'eau, tu vas au malade. Il n'y a pas un système d'eau chaude intégré. Fort Yassimé, en construisant toutes ces villas, ces maisons, il intègre un système d'eau chaude. Il sait que se laver à l'eau chaude, c'est une bonne chose. Il met le dispositif pour que lui se lave à l'eau chaude et à l'eau froide. Ces ministres ont le système de l'eau chaude dans leur maison. Mais il ne sait pas que dans un hôpital, il faut mettre un dispositif de l'eau chaude pour les malades, surtout ceux qui sont opérés, ceux qui sont malades et tout ça. Il ne sait pas ça. Mais si la pompe à eau chaude est gâtée dans sa maison, il va amener les plombiers de la France ou de la Turquie. Mais regardez les portes. Mais tout un hôpital n'a pas un système d'eau chaude. Il n'en a pas. Les gens vont dehors pour acheter l'eau chaude. Oh mais les pharmacies que les CHU tout comme face les fous à Horo mais les fous toutes les maisons qui sont à côté en face de l'hôpital là-bas on vend de l'eau chaude dedans. Le seau est à 300 francs. Pour certains, c'est à 500. Hein? Voilà. Regardez. C'est l'hôpital, ça. Ici, on dirait que c'est une mosquée où les gens ont levé leurs chaussures. Vous voyez ça? Ok. On va quitter. On va voir toutes les photos du CHU Tocoin. Et puis on va aller au CHU Campus. Parce que je vais faire un grand commentaire après. Vous allez voir le commentaire que je vais faire. Ça, c'est les commentaires juste sur les vidéos. Mais il y a un autre commentaire après qui ramène tout un dossier. Et donc, vous avez quelqu'un qui gouverne le Togo pendant 20 ans. Il n'a pas eu l'idée de démolir ce bâtiment vieillot, ce dispositif qui est dépassé, et de construire un hôpital moderne sur ce site-là. On est toujours à Tocoin. Regardez. Troisième vidéo. On est toujours à Tocoin. Il n'a pas eu l'idée de démolir cette vieillerie-là et de construire un hôpital moderne. Ça, c'est... Nous sommes en saison sèche. Quand il pleut là, vous allez voir comment l'eau est partout là-bas. Et si on a fini, c'est dans ces conditions qu'on se soigne. C'est tous les Togolais qui se soignent ici. Que tu sois de UNIR, de la CDPA, de DMP, de quoi ANC, de quoi, que tu sois musulman, chrétien, que tu sois de toutes les ethnies là, c'est ici qu'on se soigne. Tous les Togolais se soignent ici. Et les gens, tout le monde meurt ici. Pour faute de soins. Donc ce n'est pas une question de unir ou je ne sais pas quoi. C'est ça. Vous voyez les poubelles? Vous voyez? Voilà l'un des plus grands hôpitaux. Et enlevez le nom de Sylvanus de ces conneries là. Enlevez le nom de Sylvanus à Olympio de cet hôpital. Il n'y a rien à voir sur ça. Il n'y a rien à voir sur ça. Et il y a quelque chose de plus grave aujourd'hui dans cet hôpital. Et je vais vous expliquer ça. Les internes aujourd'hui dans les hôpitaux au Togo, la plupart des internes,
Parce que nous avons des communautés étrangères qui sont en formation chez nous. Les Camerounais, les Gabonais, les Burkinabés, les Maliens. Donc, beaucoup d'internes sont de ces pays-là. Et ce sont les internes qui tiennent les hôpitaux. Parce que les enseignants, tout ça, les professeurs, eux, ils ne restent pas là. Ils restent pas. Mais, ces internes-là, ils ne sont pas des Togolais. Eux, ils sont là juste pour se former. Donc, ils s'en foutent de la manière dont on soigne les Togolais. D'abord, ils ne comprennent pas le dialecte. Ils ne comprennent aucun dialecte de chez nous. Donc, là, on va dire, la communication est difficile. Ensuite, quand ils n'ont pas les moyens de soigner nos compatriotes, ils bâclent les choses comme ils veulent. Où on va leur formation et eux viennent pour la formation. Eux viennent pour se former chez nous et partir dans leur pays. Ou bien venir en France pour les spécialités. Donc ces gens-là, ils n'ont pas un attachement avec le pays. Eux, nos hôpitaux, nos centres de santé leur servent de lieu de formation. Mais ce sont ces gens-là qui tiennent les hôpitaux. Et donc, ces gens-là, qu'ils fassent une opération, qu'ils s'en foutent des soins à nos compatriotes, c'est des gens, ça c'est tout un autre dossier que les gens ne perçoivent pas. Que les gens ne perçoivent pas. Vous ne pouvez pas laisser un dispositif de santé aussi sensible dans les mains des gens qui viennent de l'étranger pour se former chez vous. Les gens qui viennent de l'étranger pour se former chez vous, ils doivent être accompagnés par les Togolais. Ils doivent être sous la responsabilité des Togolais. Mais on abandonne les hôpitaux, surtout les internes, dans les mains des étrangers. Et eux, ils font les soins comme ils veulent. Parce que l'hôpital ne leur fournit pas les moyens. Ils sont venus pour se former, ils payent pour la formation. Donc ils font n'importe quoi avec les patients. J'ai plein de témoignages. Ils font n'importe quoi avec les patients. Et ça, on a un ministre de la Santé qui est du domaine, on a des spécialistes, personne ne dit rien. Donc on va à Medjuro, on va l'ommer. Camerounais, nous c'est Gengbeo, nous c'est Kablebeo, nous c'est Kotokolibeo. Mais il y a quoi dans ma bon? Tchadien, nous c'est Gbelegbeo. Gabonais, nous c'est Gbelegbeo. Ce sont ces gens-là, le soir ou la nuit, qui s'occupent des malades. Mais comment voulez-vous qu'ils puissent administrer de bons soins? Et ils ne sont pas payés. Et ils ne sont pas payés. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent avec les malades. Ils font ce qu'ils veulent avec les malades. Parce que nous, on va aller en formation et eux, ils viennent se former et ils repartent dans leur pays. Mais il faut avoir une culture politique pour comprendre ça. Il faut avoir une culture politique pour comprendre ça. De toute façon, avec nos mains nues aujourd'hui, nous n'avons aucun moyen de faire tomber fort. On essaye, tant bien que mal, chacun le fait à sa manière, de sensibiliser, de mobiliser le peuple. Mais si des voix dissidentes du pouvoir rallient notre cause, on apprécie, on avance. Ce n'est pas une... Ce n'est pas de... Il ne s'agit pas de porter ces gens en triomphe. Je vous ai dit que d'une manière ou d'une autre, là, ce que nous sommes en train de faire là, jusqu'à la fin de la dernière bataille là, c'est l'armée qui va basculer. C'est l'armée qui va être le déterminant dans cette histoire. Tant que l'armée ne bascule pas, il faut sortir le pays parce qu'il a l'armée. Fortir le pays parce qu'il a l'appareil sécuritaire, il a l'armée, il a l'argent pour entretenir l'armée. Donc, de toute façon, tout ce qu'on est en train de faire là, même pour que demain, Fort puisse fuir si nous sommes dans la rue, il faut que l'armée accepte de ne pas réprimer. Pour que Fort accepte de fuir demain ou de lâcher le pouvoir, il faut que l'armée accepte de ne pas réprimer. Moi, j'étais à Ouagadougou, hein, dans le chaudron de la chute de Blaise Compaoré. J'ai appris beaucoup. J'étais au Burkina. Hein. Moi, je ne suis pas un homme de parole. Hein. Moi, je suis un homme de terrain. J'étais au Burkina. Je suis même allé dans la maison de François Compaoré qui a été détruite par les gens. J'étais là.
l'armée n'avait pas lâché Blaise Compaoré, il n'aurait pas fui. C'est le dernier rempart. Vous pouvez tout faire. À moins que vous veniez avec une force égale à celle de l'armée que Fort tient. Et là, il y aura des dégâts énormes. Donc ça veut dire que le pays va basculer dans la guerre. Mais tant que vous n'avez pas ça, c'est l'armée qui va prendre conscience et basculer du côté du peuple. Pour que le dictateur comprenne que son heure a sonné. Et il va fuir. Donc, s'il y a des gens dans cette armée-là, ou dans le système, qui lèvent la voix pour dire, nous aussi, nous en avons assez, on n'est pas d'accord, nous n'avons pas les pourfendre. Nous n'avons pas cherché quel est leur agenda. On s'en fout. On s'en fout. Soit vous êtes intelligent et vous combattez pour renverser votre adversaire et vivre, ou vous êtes idiot et vous allez passer 100 ans sur terre, il n'y aura rien. Qu'il faut au pouvoir le tout, mais quelqu'un a dit 20 ans. Quand Fort a pris le pouvoir au Togo, qui parmi vous avait cru qu'il allait faire 20 ans? Moi j'étais là, j'attirais l'attention des gens. Que faites très attention. Les gens disent non, oh le mais fort vie, non, mais 5 ans, on a pris d'ambé. Fort vie. Moi je suis allé voir des gens comme Abouibo, j'ai dit faites très attention à ce que vous êtes en train de faire. Ce gars est plus malin que vous. J'ai fait même des émissions, j'ai dit, celui qui est en train de vous dribbler une fois, deux fois, trois fois, c'est qu'il a de l'avance sur vous. Ils ont dit non, que c'est un gamin, ils vont le malaxer, ils vont le... Qu'est-ce que Abouibo disait, moi? Il disait en vernaculaire que non. J'ai dit, maître. Ils ont dit non. Là, on se réveille. Fort fait 20 ans. La chance que nous avons aujourd'hui, c'est que pendant ces 20 ans, il a fait aussi beaucoup de dégâts dans son propre camp. Pendant ces 20 ans, il a fait beaucoup de dégâts dans son propre camp. Aujourd'hui, ceux qui cherchent la chute de Fort, ils sont encore plus nombreux dans son propre camp. Y compris même dans la famille même présidentielle. Ses propres frères, personne n'est derrière lui. Peut-être à part Nyassimbe et là la Nyassimbe. Personne n'est avec lui. Personne n'est avec lui. Il a fait plus de dégâts à l'intérieur du système. On a vu comment il a liquidé tous ces gens qui l'ont porté au pouvoir. Les Tidjani, vous pensez que ces gens ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas de frères, ils n'ont pas de famille. Les Katanga aujourd'hui qui sont en prison. Pourquoi quand Fort est à Kara, il s'entoure de toute une armée? Mais quand il a Lomé, on ne voit pas autant de dispositifs militaires. Parce qu'il a peur. Donc, soyons intelligents. Si Fort tombe demain, parce que c'est Fort qui est le pilier du système, au moins on aura gagné un pas. Quel que soit celui qui le dépose. Après, on va gérer le reste. Et quand un peuple combat, le peuple a toujours la ressource pour combattre pour sa liberté totale. Quand on combat, on a toujours la ressource pour combattre jusqu'à la fin. Il est plus facile de combattre quelqu'un qui vient d'arriver sans aucune ramification que de continuer par combattre quelqu'un qui a des réseaux partout. Je vous ai parlé tout à l'heure avec le Nigeria, au Tchougou. Il y a plein d'autres histoires. Hein. Vous avez les anciens rebelles les anciens rebelles de Sierra Leone, tout ça. Vous n'avez aucune connaissance de ce qui se passe. Rien du tout. Donc, s'il y a des voix courageuses aujourd'hui dans le système qui disent nous ne sommes pas d'accord, je ne dis pas de les ériger en héros, mais c'est déjà un pas qu'il faut apprécier à sa juste valeur. Je vous ai dit tout à l'heure, en 2000, Gbagbo et Ouattara étaient dans le même front contre Bédié, le front républicain. Aujourd'hui, ils se combattent à mort. Ils se combattent à mort. Ni les boutamewa. Mila no fun fola janila kwegbe on la to place à me buri fun nyasi buri fun avi ko mila fun
Et vous allez reprendre la même bataille. Parce que quand ce sera un autre Gnassingbé là, il va toujours récupérer le même réseau que leur papa a laissé. Et ils vont fonctionner. Et vous serez toujours là à combattre ce réseau qui est dense, qui a des ramifications partout. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous parce que j'ai vu que, j'ai observé que avec Yakadé, il y a eu beaucoup de gens qui sont sortis, qui ont fait des analyses, qui ont commencé par lui jeter la pierre et tout ça. Mais qui est légitime aujourd'hui pour jeter la pierre à cette dame-là? Nous qui bavardons sur les réseaux sociaux. Bavarder sur les réseaux sociaux ne fait pas de vous un courageux. Bavarder sur les réseaux sociaux ne fait pas de vous un courageux. Le courage, c'est être sur le terrain et dénoncer l'arbitraire. En sachant qu'on peut venir m'arrêter à tout moment, on peut me tuer à tout moment. On peut mettre fin à ma vie à tout moment. Nous, ce qu'on fait là, c'est la sensibilisation. C'est vrai que tout le monde ne peut pas le faire, mais la sensibilisation. On est moins exposé que les gens qui sont sur le terrain et qui font ça. Moi, j'étais sur le terrain. J'étais en Gambie. J'ai vu comment Yaya Jammeh est tombé. J'étais au Burkina. Il faut avoir de la culture politique pour analyser les faits politiques. Si vous refusez de réussir ensemble, vous allez mourir comme des bêtes ensemble. Le temps de la justice viendra. Le temps de la reddition des comptes viendra. Qui a fait quoi viendra plus tard. On aura le temps, tout le temps pour ça. Quand on aura fermé la page, on aura le temps pour demander à chacun qu'est-ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as fait dans ce pays? Qu'est-ce que tu as fait dans ce pays? Parce qu'on retrouvera les gens. Quiconque a eu à gérer une partie de la richesse nationale, demain, le peuple sera en droit de lui demander les comptes. Mais une fois que les Gnassingbé ne seront pas là. Mais donnons-nous les armes aujourd'hui pour affaiblir le régime et le faire partir. Après, le reste, on en discutera. Donc, moi, j'invite tous ceux qui peuvent aller aux manifestations d'aller. Parce que les manifestations, quelles qu'elles soient, aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer comment le régime est sous pression. Comment le régime a peur. Parce qu'ils ne savent pas comment les événements... Parce que le régime est plus ou moins frileux. Ils ne savent pas la nuit que les événements vont prendre. Ils savent rien du tout. Donc cette façon de maintenir la pression sur le régime, c'est une manière... Parce que si vous lâchez la pression, le régime va vous liquider tous un à un. Aujourd'hui, Faure est sur la défensive. C'est lui qui débloque les moyens pour acheter les gens, je sais pas, les activistes qui vont pour donner l'argent aux gens pour faire je sais pas quoi. Il est sur la défensive. Mais pendant longtemps, il n'était pas sur la défensive. Mais depuis 3 mois, 4 mois, il est sur la défensive. C'est-à-dire que c'est lui qui est en difficulté. Mais si vous lâchez la pression sur lui et qu'il reprend des forces, comme ça s'est passé en 2017, ils vont vous liquider là, autant que vous êtes. Autant que vous êtes. Voilà ce que moi j'ai à partager avec vous. Voilà, donc moi je suis un homme pragmatique. En politique, il faut être réaliste et pragmatique. Si Gueye n'avait pas fait le coup d'État en 2000, je ne sais pas combien d'années, Gbagbo ne serait pas président. Est-ce que vous savez ça? Parce que le système PDCI est un système qui remonte à 1946. Et en Côte d'Ivoire, le PDCI était dans toutes les maisons. C'était un parti-État. Le PDCI était dans toutes les maisons. Dans toutes les maisons, dans toutes les chefferies. Le coup d'État de Gueye a fragilisé le PDCI. Et Gbagbo, en bon stratège, il est rentré dans la brèche. Il est devenu président. Et c'est depuis le coup d'État de Gueye que le PDCI a perdu son aura et son audience. Il faut savoir analyser les faits politiques. Parce que Gueye, en faisant son coup d'État, a fragilisé l'appareil
étatique du PDCI. Il a affaibli l'appareil du PDCI. Parce qu'en Côte d'Ivoire, même sans élection, vous allez, le PDCI va toujours gagner. Parce qu'ils étaient dans toutes les maisons. Ils avaient tout l'appareil de l'État. Mais le coup d'État a fragilisé le PDCI de l'intérieur. Et Gbagbo, un bon historien, parce qu'on dit toujours que nous les historiens, on a une longueur d'avance en analyse sur les autres. Parce que nous savons analyser l'histoire et on le projette dans le présent. En histoire, on dit souvent que nous sommes des nains juchés sur les épaules des géants. On voit plus loin que les autres. Et Gbagbo, un bon historien, il est rentré dans la brèche, il est devenu président. Après, le PDCI s'est éclaté avec le RDR, tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Et c'est depuis ce temps que le PDCI est affaibli. Donc, faisons preuve de notre intelligence. Allez, je vous souhaite une bonne semaine. Et voilà, gars, j'espère bien que vous avez tous suivi la vidéo, vous avez regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. C'était Ferdinand Haïti qui a fait sortir des dossiers lourds sur le gouvernement tout entier. Et qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires? Dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Il y a quelqu'un qui fait Ferdinand Haïti blanc, qu'est-ce que vous en pensez? Mais quand il y a une vérité, dites-moi ça dans les commentaires. Il y a une vérité à dire sur quelle même nation. Voilà, on est juste là pour parler tout. Donc les gars, on se capte pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao. N'oubliez pas, abonnez-vous pour qu'on atteigne les 10 cas d'abonnés. Je compte sur vous. Big up.